film. Il a duré plus de 9 heures, avec un entracte de 1h40. Alors on pourrait l'appeler Charles de Gaulle, Montréal via Zurich, un film produit par Swiss Airlines. Car oui, selon moi, le temps du voyage est un temps filmique, un travelling sans caméra, où l'écran est la fenêtre, un film produit par un appareil dans lequel nous sommes assis, l'avion, ou bien encore le train, ou bien encore la voiture. Mais ce film que le voyage n'est pas toujours très palpitant. Et pour supporter ce temps de mobilité immobile, on visionne d'autres films sur nos écrans, ou bien sur ceux de la compagnie aérienne qui met à disposition un large panel de longs métrages. Ainsi, dans les transports motorisés, bus, train, avion, peut-on aujourd'hui vivre un double voyage, celui du déplacement réel, physique, dans l'espace, et celui du déplacement virtuel, fictionnel, mis en œuvre dans le film. Comme l'affirmait déjà Walter Benjamin dans l'œuvre d'art à l'ère de sa reproductibilité mécanisée, le cinéma nous offre le moyen de nous extraire de nos lieux de vie urbains, souvent cloisonnants. Je cite Walter Benjamin, « Nos bistrots et nos avenues de métropole, nos bureaux et chambres meublées, nos gares et nos usines paraissent devoir nous enfermer sans espoir d'y échapper à jamais. » Vint le film qui fit sauter ce monde de prison par la dynamite des dixièmes de seconde, si bien que désormais, au milieu de ces ruines et des débris au loin projetés, nous faisons insoucieusement d'aventures voyages. C'est bien ce désir d'évasion d'un espace clos, limité, étroit, qui est assouvi lors du visionnage de films sur les longs courriers. Au nomadisme des images, au nomadisme des corps s'associe aujourd'hui le nomadisme de nos images en mouvement. Elles voyagent avec nous, et tout espace-temps de l'immobilité, donc à chaque fois qu'on se retrouve dans un moment où on doit rester immobile, on doit attendre, notamment le temps du voyage. Donc tout ce type d'espace offre la possibilité de faire un cinéma en kit. Alors l'idée là, c'est de se poser la question, quel est l'impact de ce phénomène sur le champ des arts plastiques? Alors oui, j'avais une vidéo, mais je passe. Des images nomades au corps mobile, car selon Nicolas Telly, l'aspect d'une œuvre d'art cinématographique, audiovisuelle ou domestique n'est plus seulement déterminé par la nature de son dispositif de diffusion, mais par sa dispersion, son actualisation sur un écran qui correspond au moment où on a décidé de le voir et de faire partager un programme audiovisuel. Libérées de toute instance normative, les images nomades s'éprouvent différemment, plastiquement élastiques, elles définissent une sensibilité à géométrie variable dont on peut faire actuellement l'expérience dans le champ de l'art contemporain. Donc là, je viens de citer Nicolas Telly dans Le tournant numérique de l'esthétique. Et pour illustrer donc, cette idée, et je suis allée un peu vite, pardon, je vous ai un peu spoilé sur les images, donc je reviens en arrière. Nicolas Telly définit ainsi une esthétique de la basse définition, qui se manifeste également donc par une circulation de l'image au sein des espaces d'exposition. Si, comme le remarque Nicole Brenes, le dispositif cinématographique a été, dès sa naissance, mis en question dans ses éléments constitutifs, donc l'écran, il a été mis en question par Raoul Samson avec le cinéorama, donc qui émerge quasiment simultanément avec la création des Frères Lumière du cinématographe, où c'est un dispositif totalement différent qui disperse beaucoup plus l'image et le spectateur. Donc il y a aussi même la place du spectateur qui a été très rapidement mise en question par notamment Man Ray avec le bal blanc, où ce sont les spectateurs qui deviennent l'écran. L'écoulement temporel aussi a été mis en question dès les années 50 par les lettristes, et notamment Maurice Lemaître avec Le film est déjà commencé. Donc tout le rituel de la salle de cinéma. Donc ça pour dire que tout ça, toutes ces questions de dispositifs cinématographiques, de la place des spectateurs, de la place de l'écran, de la place de la temporalité filmique, a été mis en question dès le début. Mais ce n'est que dans la seconde moitié du XXe siècle, et de façon plus générale, donc vraiment à partir des années 80, 70-80, que le cinéma devient exposé, que la forme de l'installation vidéo devient une évidence institutionnelle. Pour parler de ce nouvel état de l'image-mouvement, Dominique Paini propose la notion de temps exposé et relie celle-ci aux expériences perceptives du XIXe siècle, les passages et les panoramas. Donc je cite Dominique Paini. L'expérience du cinéma telle que l'a connue le XXe siècle, celle du spectateur immobilisé dans une salle obscure, le temps d'une séance est devenu tout entier regard, touche-t-elle à sa fin?
En s'inscrivant dans l'espace de la théâtralité, le cinéma s'est construit sur l'oubli du déplacement du spectateur. Déplacement qui ressurgit aujourd'hui à la faveur de la migration des images en mouvement depuis les salles de projection vers les espaces d'exposition et de la révolution numérique qui bouleverse nos pratiques visuelles. C'est ainsi que l'exposition des films rejoint par-delà l'histoire du cinéma l'esthétique de la promenade qui fleurissait dans les panoramas du XIXe siècle. Et donc je vous mets la slide. Alors on n'est pas directement du cinéma d'exposition, mais c'était simplement pour illustrer ce phénomène de images nomades et de corps mobiles, puisque vraiment donc, dans l'installation de Georges Lieberman dans l'exposition de Georges Lieberman et Arnaud Singer, on a vraiment voilà, cet éclatement spatial des images et ces corps qu'on aperçoit un tout petit peu ici, hein, qui deviennent pris dans l'image et qui circulent d'une projection à l'autre. Si les images deviennent nomades pour nos transports quotidiens, dans les espaces d'exposition, ce sont donc les spectateurs qui sont mobiles. Dans son article « La projection, un processus mental », Françoise Parfait met l'accent sur le phénomène postural et psychique qu'entraîne l'installation vidéo. Bien qu'elles offrent souvent la possibilité de s'asseoir, les installations vidéo dans l'espace d'exposition s'appréhendent la plupart du temps debout. La station debout permet d'accrocher l'homme dans son univers concret, entraînant avec elle une potentialité de mouvements physiques et mentaux spécifiques, comme le souligne Françoise Parfait. Il s'agit toujours d'une conquête, en situation. Ainsi, nombre d'installations, nous dit Françoise Parfait, réinstallent le corps entier dans l'acte de la vision pour faire de la densité charnelle la condition de l'expérience esthétique. Alors, petit clin d'œil à Virginie, puisque je vais citer Thierry Davila, qui, dans Marché créé, dit que le déplacement, phénomène physique, a également été considéré dans l'histoire comme processus intellectuel et psychique. Il évoque la pensée d'Aristote, de l'école péripatéticienne, de Shell, de Sigmund Freud. Le déplacement, alors voilà, ce que je vous tends à montrer là, c'est vraiment le lien entre le déplacement du corps et un déplacement aussi qui est mental, psychique. Le déplacement des spectateurs dans l'espace de l'installation, qu'il soit réellement moteur, simplement postural ou purement psychique, est primordial. Donc là, je vous ai mis une image de The Wave, l'installation de Thierry Kunzel, qui est vraiment emblématique du fait que le déplacement est essentiel à la révélation de l'œuvre. Le corps du visiteur devient, selon Anne-Marie Duguay, l'instrument privilégié de l'exploration, c'est-à-dire de la révélation du dispositif. Il est celui qui l'active, qui va en déjouer l'énigme. Françoise Parfait va même jusqu'à affirmer que d'une certaine manière, visiter une installation s'apparente à une performance au sens artistique, mais ici, c'est le spectateur qui prend le relais. Donc, je cite aussi Françoise Parfait dans Vidéo, un art contemporain. L'installation, parce qu'elle s'inscrit dans sa fiction dans l'espace réel, complexifie la relation aux images par une situation, selon la formule de Barthes. Roland Barthes nous permet ici de revenir à notre premier spectateur, celui des avions, des trains, des gares, celui qui transforme ces lieux de transit étroits et contraignants en cinéma, le temps du voyage. Donc là, on va tenter de faire un passage, un déplacement des postures spectatoriales, mais aussi du coup de la posture d'artiste, donc de l'installation voyage en train. Juste une parenthèse, quand même souligner que les écrans mobiles sont faussement moteurs de déplacement, comme l'explique Jonathan Créry. La télévision et l'ordinateur personnel, même s'ils convergent maintenant vers un unique mode de fonctionnement machinique, sont des processus antinomadiques, visant à fixer et à strier. Ce sont des méthodes de gestion de l'attention qui utilisent le cloisonnement et la sédentarisation, rendant les corps contrôlables et utiles simultanément, même lorsqu'ils simulent l'illusion d'un choix et de l'interactivité et de la mobilité. Les écrans, quand on les utilise dans les transports, servent effectivement à nous maintenir quelque part immobiles aussi. Quel lien peut-on alors faire avec les installations vidéo qui, elles, libèrent le corps et poussent à une réflexion en situation? En sortant du cinéma, Roland Barthes explique qu'on peut s'y laisser fasciner deux fois au cinéma. Une fois par l'image et une deuxième fois par ses entours, comme si on avait deux corps. Je cite Roland Barthes. Alors, un corps narcissique qui regarde, perdu dans le miroir proche, et un corps pervers, prêt à fétichiser non l'image, mais précisément ce qui l'excède. Le grain du son, la salle, le noir, la masse obscure des autres corps, les raies de lumière, l'entrée, la sortie. Bref, nous dit Roland Barthes, pour distancer, décoller, je complique une relation par une situation. Ce deuxième corps, qu'il appelle pervers, est particulièrement sollicité dans le cinéma d'exposition,
puisque l'attention est portée au dispositif, elle est désirée, et cette attention est désirée, et poussée même par la mise en situation. Les artistes vidéastes travaillant la forme cinéma ou l'installation vidéo sont peut-être en premier lieu, comme Barthes et comme mon voisin dans le train ou dans l'avion, des spectateurs. C'est sans doute en se laissant fasciner 2 fois que l'on en vient à produire des installations vidéo. Éprouver le doux voyage spatial et filmique lors de visionnage dans des transports, c'est prendre en compte la situation dans la réception des images. Donc là, je parle de mon cas particulier. Si l'artiste est avant tout, cette idée en tout cas de double voyage comme un moyen après de créer, je vais y revenir. Si l'artiste est avant tout un spectateur, est-ce que chaque spectateur est un artiste ? Ce n'est pas du tout sûr, mais je pose l'hypothèse que la fréquentation de l'art contemporain, et en particulier du cinéma d'exposition, peut permettre de développer ce double regard dans l'expérience quotidienne des écrans. Il faut se laisser habiter par le fantôme de cette sensibilité aiguisée par les installations vidéo pour observer le quotidien. Saisir comment la bulle fictionnelle créée par le dispositif filmique précaire est poreuse et écouter le bruit parasite, voir les reflets se former à la surface de l'écran. Et donc là, je voudrais vous montrer une petite expérimentation que j'ai faite avant-hier, puisque j'en ai profité, j'ai énormément voyagé pour venir jusqu'ici, et donc j'ai voulu un petit peu illustrer ça. C'est encore une fois vraiment de l'ordre de l'expérimentation et du test, simplement pour illustrer ce dont je parle. Saisir comment la bulle fictionnelle créée par le dispositif est poreuse, écouter le bruit des parasites, voir les reflets se former à la surface de l'écran, et même orienter celui-ci pour une rencontre encore plus aboutie entre la fiction et l'environnement. Et ainsi, de spectateurs, en un tour de main, nous devenons producteurs de situations filmiques qui mettent à profit le déplacement occasionné par les transports et qui sont par nature circonstanciels et éphémères. Pour parler de ces expérimentations, je propose ici d'emprunter au land art ses principes politiques et tactiques. Comme un certain nombre de créations associées au land art, ces pratiques sont in situ et en situation. Produites avec les éléments à disposition, elles ne sont ni durables, ni exportables, ni visitables. On ne peut qu'en capturer les traces, à travers la photographie ou la vidéo, comme là. Comme on dit, Godworthy capte le rayon du soleil dans sa spirale de glace, on peut attraper les lumières de la ville apparaissant dans le reflet de l'écran, au moment même où surgit le visage de l'actrice. Instant fugace et inédit, dont le seul spectateur est le producteur. Ainsi, si nous établissons un nouvel état du monde est né avec la prolifération des technologies, on pourrait parler d'un environnement, mais dans le sens nature, finalement, un environnement technologique, alors ces bricolages, donc ces petits bricolages entre écran et environnement, ces agencements précaires créés en situation deviennent une forme de land art. Donc c'est vraiment une hypothèse complètement peut-être farfelue, mais voilà ce que je vous propose de penser. Ce geste de déplacement découle d'une certaine forme d'attention à l'expérience, à notre propre vie. Si la fiction est partie, pourquoi ne pas mettre nos propres montages du coup en direct? Yves Citon défend cette idée dans Contre-fiction en médiocratie. Donc je cite Yves Citon, « Le pouvoir des médias réside précisément en ceci, il prédécoupe pour nous le flux des données sensorielles. Une histoire, c'est cela, comme l'avait bien vu Aristote, un prédécoupage avec un début, un milieu et une fin. On ne fait attention que lorsque les découpages sont opérés en temps réel. Alors seulement, on devient un peu cinéaste de notre vie, au lieu d'en être seulement spectateur. On devient cinéaste-réalisateur, parce qu'on doit tout à la fois filmer sa vie, régler la balance, la découper, la remonter au fur et à mesure que le monde prend forme autour de nous, avec nous et par notre participation. Tout n'est-il pas déjà fait pour que les spectateurs n'aient pas à faire attention par eux-mêmes? Là aussi, là est sans doute le fondement aliénant des masses médias. La médiocratie fait notre attention pour nous. Agir contre elle commence donc par cela, faire attention par nous-mêmes. Donc là, c'était un peu le... excusez-moi, c'était un peu long. C'était donc Yves Citon sur Contre-fiction, médiocratie, et qui propose voilà, un déplacement attentionnel, et qui est aussi vraiment ce que je mets en pratique dans ma posture spectatrice, mais vous allez le voir aussi en tant qu'artiste. C'est fort de ces réflexions et de ces expérimentations au quotidien que j'ai entamé il y a 2 ans une pratique de projection sauvage dans l'espace public. Ah oui, alors je me suis sur le... Donc, cette démarche donc, s'intitule, là je l'appelle comme ça, je n'ai toujours pas trouvé de nom définitif,
Marcher, projeter, filmer, un protocole de création, donc pour une esthétique du déplacement. Donc, le protocole que j'applique pour cette pratique met en jeu un dispositif de projection, captation en mouvement et consiste en 3 actions simultanées. Projeter des vidéos dans l'espace urbain ou périurbain avec un picoprojecteur. Effectuer cette action en me déplaçant, en marchant ou en utilisant un moyen de transport, train, voiture, bus. J'ai jamais fait en avion. Filmer l'ensemble depuis le même point de vue que la projection. C'est-à-dire que j'ai un appareil photo sur lequel je pose un petit projecteur et je filme en même temps que je projette. Okay. Ce protocole donc, se décompose ainsi en 3 productions. Le tournage des images à projeter. Pour certaines réalisations, j'ai entamé une stratégie de collaboration. Je sollicite des artistes ou non-artistes selon des projets qui me confient des images à promener. Mais pour d'autres productions, je produis moi-même les images. Ensuite, il y a l'expérience de projection sauvage qui peut s'apparenter à une performance. Elle a lieu dans l'espace public, il y a donc des spectateurs potentiels. Et enfin, dernière production, la captation de la projection en mouvement, elle constitue la trace de l'expérience, mais est investie en tant qu'œuvre vidéo. Elle en est l'une des finalités. Pour certaines des créations, il s'agit de réinvestir purement et simplement l'expérience du double voyage lors du déplacement, ce que je vous disais donc au début, regarder un film et en même temps être en train de se déplacer. Donc pour voie intérieure, lune souterraine ou tracée dans la brume, j'ai projeté directement sur une vitre d'une voiture roulant sur l'autoroute. Mais ici, je vais plutôt parler des créations utilisant la marche comme mode de déplacement, car elles montrent bien plus les corps en jeu. J'ai presque fini, même si on ne dirait pas comme ça. Projection sauvage, donc cinéplastique et rencontre des corps par l'image. Ce travail de marche projetée peut être qualifié de cinéplastique, notion que Thierry Davila emploie dans son ouvrage Marcher créé. Il énonce ainsi que la cinéplastique est une façon de se mettre en mouvement, de déplacer, de produire, d'inventer des surprises et de fracturer le réel, de l'ouvrir de nouvelles inventions. Donc il y a vraiment cette idée de surprise, et notamment pour le passant, ces projections sauvages sont presque invisibles. Elles sont furtives et de faible intensité, mais elles sont surtout peu visibles, car elles ne s'inscrivent pas dans un rapport institutionnel et spectaculaire. C'est inattendu. Les spectateurs potentiels, donc je ne sais pas trop comment les appeler, les passants qui peuvent devenir des spectateurs, que j'ai pu croiser lors de mes marches, n'avaient aucun guide pour interpréter ce qui se passait. J'ai souvent entendu des exclamations de surprise, parfois quelqu'un suivait mes images, mais sans aucun mot. Et j'ai beaucoup aimé d'ailleurs cette rencontre des corps et des images, qui sont aussi des rencontres entre des corps en déplaçant, entre mon corps et celui du spectateur, et qui restent silencieuses et suspendues. Le spectateur, s'il doit être nommé ainsi, doit se déplacer s'il veut suivre le film, il doit me suivre. Donc les images en fait sont avant tout lisibles et visibles pour le projectionniste, qui est aussi le scénariste, l'acteur de cette expérience cinéplastique. Alors, je vais vous montrer, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, juste un extrait d'un film pour que vous puissiez un peu vous rendre compte, et puis je vous donnerai les liens après des vidéos qui sont toutes sur internet, sur Vimeo. 4 minutes, parfait. Corps intermédiaire et montage spatio-corporel. Pardon, je vais enlever le son. C'est pas possible. Non, c'est pas grave. Ce protocole de création met en attention plusieurs corps et en révèle d'autres qui sont souvent impensés et pourtant présents dans la machinerie du cinéma. Laurent Juillet et Bernard Andrieux identifient dans le dispositif cinématographique un dialogue entre 2 corps, celui d'avant, le corps qui produit l'image, et celui d'après, le corps qui lui prête vie, c'est-à-dire celui du spectateur. Je veux bien quand même, je n'arrive pas à baisser totalement. Ah si, c'est bon, pardon, excusez-moi. Ici, le corps d'après, donc le corps du spectateur, qui est projectionniste, se confronte physiquement à l'image du corps avant, comme on peut le voir vraiment dans cette vidéo, où on a justement vraiment un corps qui marche, qui est projeté, et quelqu'un, la personne, donc moi, qui projette ce corps qui marche en marchant en arrière en plus. Ici, le corps d'après se confronte physiquement à l'image du corps d'avant, il lui emboîte le pas. Dans Dimanche décembre, donc autre vidéo faite avec Bridget Sheridan et La Passante que je vous montre ici, se joue ce phénomène d'incorporation du corps à l'image dans une dynamique d'imbrication et de mise en abîme. Ce phénomène est permis par la performance du projectionniste. Le corps de celui-ci, que Vincent Sorel, auteur de l'article Vers un cinéma sans personne, le point de vue des projectionnistes,
qualifie le corps du projectionniste comme intermédiaire. Ce corps est rarement pensé comme prenant part au dispositif cinématographique. Le projectionniste est pourtant le premier spectateur et se trouve ainsi le garant de la qualité de la projection. C'est ce que défend en tout cas cet auteur qui parle voilà, de l'importance du premier spectateur qui est le projectionniste, qui va prendre en charge, en fait, prendre en compte, grâce à son savoir incorporé, la complexité de l'activité spectatorielle. Ici, cette fonction du projectionniste est extrêmement mise en avant. Par ailleurs, le projectionniste étant lui en même temps un marcheur, son corps impose un rythme à la projection. Chaque mouvement imprime dans l'image projetée, s'imprime dans l'image projetée, la colorant souvent, et souvent par maladresse, hein, c'est souvent parce qu'il va y avoir un tresseau sur le pavé, qu'on va avoir du mal à évoluer, parce qu'il y a beaucoup d'obstacles dans l'espace urbain. L'image, du coup, va être colorée de la singularité du marcheur projectionniste. Et c'est en ce sens que l'on pourrait parler donc de réinterprétation par un montage spatio-corporel. Ce montage d'image par le déplacement du corps dans l'espace permet de repenser la forme de l'incrustation, utilisée donc en vidéo. L'image ici ne s'incruste plus dans le montage virtuel, mais dans la profondeur de l'espace physique. Dénudée de son écran révélateur, comme vous le voyez par exemple ici où il n'y a vraiment plus du tout d'espace d'écran et l'image disparaît complètement, dénudée donc de son écran révélateur, l'image projetée est comme amputée. Elle est fortement affaiblie dans ce transport sauvage. C'est par cet affaiblissement même qu'elle va se gorger de plasticité et de potentialité nouvelles. Dans la salle de cinéma, l'image ne négocie pas avec l'environnement et c'est lui qui se plie à ses règles. Elle rayonne sur lui. La projection ici exportée dans les rues, sur les routes, dans des lieux qui n'ont que faire d'elle, est humble et pauvre. Elle négocie constamment avec cet environnement impitoyable. Elle se fait absorber autant qu'elle absorbe, selon les aléas de la luminosité ambiante et des mouvements effectués. Par sa fragilité lumineuse, la projection exportée est ouverte à toutes les propositions de l'espace environnant. Elle rentre en dialogue avec lui, elle prend corps par lui. En projetant en mouvement, on découpe les possibilités d'effets sur les images projetées. Les surfaces et les profondeurs qui varient, la présence ou l'absence de lumière dans l'environnement de la projection deviennent comme des effets d'opacité, de floutage, des superpositions, permettant de créer des montages sans passer par des logiciels. Cela conduit à s'émanciper des programmes préencodés, c'est-à-dire que c'est une forme de montage voilà, sans logiciel, sans ordinateur, et on renouvelle ainsi les possibilités esthétiques de la modification des images. C'est passé là aussi par un autre chemin pour produire quelque chose. Voilà, pour conclure, je dirais donc que l'idée c'est de faire avec et faire effraction en même temps. J'aime bien l'idée de faire avec. Juste rapidement voilà, une autre expérimentation qui est plus politique, mais je ne vais pas en parler, je n'ai pas le temps. Si dans les expériences de cinéphilie mobile que j'ai évoquées dans mon préambule, l'immersion filmique est vouée à être régulièrement rompue par les sons et les mouvements issus de l'espace environnant, ici la porosité de la bulle de réception est extrêmement accentuée. Le film est totalement perturbé par l'environnement, le spectateur devient alors donc l'acteur comme je l'ai dit, puisqu'il détermine les filtres et les effets du réel qui pourront s'ajouter à cette double expérience du monde. Les expériences de projection et déplacement constituent ainsi une voie d'appropriation de ce monde technologique esthétisé par le capitalisme artiste, dont l'expression de Lipovetsky et Seroy. Ces expériences produisent une effraction dans la séparation entre le monde et les écrans et permettent d'apprécier pleinement les rencontres entre images et réel que l'on peut apercevoir au hasard. Selon le lieu où l'image se révèle, sa signification change, des rencontres peuvent avoir lieu, fortuites ou préparées. Enfin, et en guise d'ouverture, il me semble que face aux menaces que subit notre environnement, le fait de proposer des expérimentations artistiques qui prennent en compte le monde tel qu'il est, sans chercher à l'adapter pour convenance spectaculaire, peut être une piste pour un geste écologique autre. Voilà. Je vous remercie.